Le gars que tu vas voir là, il s'appelle Frédéric Ancel, il est docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po. Il est au micro d'Yves Calvi, donc sur Inter, je crois que c'est ça Inter, et il parle de la Syrie. Bon, le mec, c'est un spécialiste, hein, et il te livre une analyse. Écoute bien, on en parle juste après, regarde. Bachar al-Assad serait réfugié à Moscou selon plusieurs agences russes. Le Kremlin refuse de confirmer. Pourquoi ? Parce que c'est ridicule. Parce que le pouvoir russe a capitulé en race campagne, et s'il ne l'a pas fait par duplicité, ce dont on peut d'ailleurs se douter, puisqu'il a déjà été duplice avec notamment l'allié arménien en 2020 face à l'Azerbaïdjan et avec d'autres alliés. Si c'est pas ça, c'est son incapacité militaire à lancer une expédition somme toute assez mineure face à des rebelles qui quand même ne correspondent pas à la grande armée de Bonaparte en 1812. Donc on est là d'une façon ou d'une autre chez un régime qui perd et de manière piteuse, le seul, je dis bien le seul et unique allié militaire de la région que l'URSS déjà avait depuis 1959. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'écran de fumée qui a déjà accompagné hier d'ailleurs le vol de Bachar el-Assad, quand même, puisque les Russes nous ont fait croire que finalement un vol s'était scratché en Méditerranée, que ça pouvait très bien être le sien, on nous a laissé croire qu'il allait en Iran. Donc tout ça, ça ressemble pas mal en fait aux techniques de propagande russe. Non mais il y a un truc qui a peut-être échappé à ces gens-là, là, les analystes, c'est que ce qu'ils appellent les rebelles, là, et l'armée qui n'est pas équivalente à une armée napoléonienne, font la guerre à Bachar depuis 2011. Et le petit détail qui a dû leur échapper, c'est que s'ils ne sont pas parvenus à ce à quoi ils sont parvenus là, c'est peut-être pour une raison. C'est parce qu'il y avait les Russes, il y avait les Américains, etc., qui les empêchaient, si vous voulez, d'arriver jusque-là et de faire ce qu'ils ont fait là. Et là, si ils y sont parvenus, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que les Américains et les Russes ont dit OK. Les Iraniens étant affaiblis, le Hezbollah étant complètement affaibli aussi, eh bien, les Russes et les Américains ont décidé, quoi. Donc, essayez d'expliquer que c'est une défaite en terrain vague ou je sais pas quoi, là. Mais les gars, mais vous voulez faire croire ça à qui, en fait ? Mais qu'est-ce que c'est que cette propagande ? Non mais, si vous voulez, j'ai du mal à croire que des gens de cette stature, de cette envergure, il est quand même docteur en géopolitique, c'est pas rien quoi. Moi je suis agent immobilier, j'ai rien à voir avec ça. Et il est maître de conférence à Sciences Po. Bon, je sais, Sciences Po c'est pas une référence, mais quand même. Et le mec il te sort des conneries pareilles. À part penser que c'est de la propagande, qu'est-ce qu'on peut penser d'autre ? Dites-moi. Est-ce qu'à un moment vous dites oui, j'assume, je prends mes responsabilités de créer un chaos, de créer quand même un chaos. On est reparti sur une France sans Premier ministre, sans gouvernement, sans budget. Mais pardon, madame. Je vais pas vous rappeler le spread, mais il a augmenté. Madame, c'est pas Emmanuel Macron que vous avez en face de vous. Donc moi je veux bien, si vous voulez, qu'on rende responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le seul parti politique qui en 50 ans n'a jamais été au pouvoir, mais à un moment donné, je ne peux plus de cette démocratie où personne n'est responsable de rien. Je veux dire, celui qui est responsable de la situation dans laquelle nous sommes, avec le record de déficit public, le record de dette, le record de déficit commercial, qui a fait n'importe quoi avec les comptes de l'État, qui fait que il a dissous dans des conditions qui sont particulièrement contestable dans la mesure où les alliances de second tour entre la France insoumise, l'extrême gauche et la Macronie a provoqué une absence de majorité claire pendant à minima 1 an. Je ne suis pas responsable de cette situation. Non mais il y a un de ces dénis de responsabilité, c'est même pire que ça, de transfert de responsabilité. Mais qui sème le chaos depuis qu'il est arrivé au pouvoir ? C'est une question simple à laquelle il va falloir répondre. Et Léa Salamé, en tant que journaliste, enfin, si on peut te qualifier ainsi, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. Il faut arrêter de mentir aux Français. Qui a semé le chaos jusqu'à aujourd'hui ? Qui a dissous ? Je fais pas tout sortir là, mais qui a semé le chaos jusqu'à aujourd'hui depuis 2017 ? Qui a mis le pays, les Français avec dans cette situation-là ? Répondez pour une fois honnêtement à cette question. Et arrêtez de faire des transferts de responsabilité, sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le président de la République, qui a 78% de mécontents dans les sondages, reçoit à l'Élysée tous les chefs de parti, les représentants de parti, à l'exception de qui ? De la France Insoumise et du Rassemblement National. Alors, étant donné que la France Insoumise fait partie du nouveau Front Populaire, je ne sais pas exactement combien de voix ils ont fait en tant que LFI, mais je sais que parmi le nouveau Front Populaire, je crois que c'est eux qui ont fait le plus de voix. Et étant donné que le Rassemblement National a fait quand même 11 millions de voix aux dernières élections, étant donné
que le président de la République, son parti, a perdu les 2 dernières élections, et de manière cinglante, je trouve cette attitude complètement, mais à l'opposé de toute démocratie, toute forme de démocratie. Je veux dire, il y a plus de 11 millions, peut-être si on additionne les deux, je sais pas, 17-18 millions de personnes qui ont voté pour ces 2 partis-là, et le gars reçoit tout le monde, sauf les représentants de ces partis-là. Et après, c'est les mêmes personnes qui viennent t'expliquer que eux, ils sont dans l'arc républicain, mais ces 2 partis-là ne le sont pas. C'est-à-dire que si ces 2 partis-là ne le sont pas, de facto, leurs électeurs aussi. Non mais, que ce soit LFI, encore une fois, que ce soit Rassemblement National. Vous le savez, ici, je parle pas pour taper sur quelqu'un en particulier. Je parle de manière juste. Du moins, j'essaye de parler de manière juste. Ce qui me paraît, moi, le plus juste. Là, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À part à nommer encore un Premier ministre, qui va se manger une motion de censure, je pense, dans 3 mois, s'il dure 3 mois, et aboutir à ce qu'il le souhaite depuis le début, ce fameux article 16. C'est ce que je vous dis. Parce que sinon, il n'aurait pas cette attitude qui va à l'encontre de toute logique et de tout esprit démocratique. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je crois de la manière la plus sincère qu'il cherche ça. Et regardez ce qui se passe en parallèle. On a l'Europe qui, en même temps, je sais pas ce qu'elle prépare, ils ont décidé un emprunt de 500 milliards pour la défense européenne, tout ça. Il y a tout un gloubi-boulga qui est en train de se préparer. Et étant donné que lui ne pourra pas agir de manière parlementaire, parce que de manière parlementaire, eh bien, on voit le résultat, eh bien, il cherche à s'octroyer quelque chose qui va lui permettre d'agir et de faire ce qu'il veut. Et notamment l'article 16. Mais ça, c'est ce qu'il veut lui. Ça ne veut pas dire qu'il va obtenir ce qu'il veut, mais ça, c'est ce qu'il veut lui. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse, dites-le moi. Éric Dupond-Moretti, l'avocat star, l'ancien ministre de la Justice qui troque la robe d'avocat et le bureau ministériel. Pourquoi? Pour une scène de théâtre, les amis. Ouais, vous avez bien entendu. Le gars débarque au théâtre Marigny avec un one-man show intitulé « J'ai dit oui ». Pourquoi? Eh bien parce qu'un jour, il a dit oui à la politique et maintenant, il veut tout raconter, tout balancer en mode brut sans aucun filtre. Et ça, Dupond-Moretti, c'est sa marque de fabrique. Alors, d'après ce qu'on peut lire, sur scène, il n'y a pas de costume-cravate. Il va vraiment tout balancer sur ses 4 années au ministère. Il va parler des petites victoires, comme les budgets en hausse, les budgets de la justice, l'autorisation des procès filmés. Mais aussi, il va parler de ses grosses galères. Par exemple, cette perquisition dans son bureau. Lui, le ministre de la Justice, en plein exercice, en pleine affaire judiciaire. Bon, il a été acquitté depuis, mais bon, il va en parler aussi. Il va parler aussi des coulisses, des moments où il a eu envie de tout plaquer, par exemple, des pressions médiatiques, des décisions prises à contre-cœur. Il va parler de tout. C'est ce qu'on nous dit, j'espère. Parce qu'en tant que ministre, en fait, il paraît que c'est pas juste il y a qu'à faucon, quoi. Il y a aussi ce qu'on peut faire et surtout ce que les autres veulent qu'on fasse. Et il pouvait pas faire ce qu'il voulait, Eric. C'est comme ça, il avait des boss au-dessus de lui. Bref, préparez-vous, ça va être une introspection, ça va être des confidences et sans doute quelques petits pics bien placés maintenant qu'il peut parler. Je pense qu'il va en dézinguer quelques-uns. Moi, j'ai hâte de le voir sur scène quand même parce que franchement, on aura tout vu dans ce pays au niveau de la politique. Là, c'est quand même risqué ce qu'il fait parce qu'il peut friser complètement le ridicule, même être complètement ridicule. Mais je pense qu'il a quand même des comptes à régler avec certaines personnalités, à mon avis. C'est un petit peu comme Bruno Le Maire, si tu veux, qui dit oui, bientôt je vais pouvoir parler et vous allez voir. Mais là, c'est Dupond-Moretti, ça va être autre chose. Alors, je sais pas. Et puis au final, la politique, c'est un théâtre. Autant jouer son rôle jusqu'au bout. Et là, Dupond-Moretti, il est en train de le faire jusqu'au bout. Affaire à suivre. Ciao.